Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est comme un éternel recommencement, mais ça n'est jamais la même chose. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Oui, j'ai l'imprestion de vous voir tous les jours. Bah, ça moi tombe bien aussi. parce que je vous vois tous les jours. Mais c'est pas Just an Illusion, comme chantait Imagination. Just an Illusion. Il y a 41 ans, c'est pour 42 ans. Vous savez qu'au bout d'un an, on est un couple quand même. Vous savez ça? Absolument, oui. Ah voilà, donc on a passé... Chaste. Chaste. Ouais, mais on est un couple. En tout cas, Au bout d'un an, on a le droit de séparer à table. Hein. Ah oui, effectivement, on a le droit d'être séparés à table. Donc si vous pouviez vous mettre au fond. Bienvenue dans les vraies voix Sud Radio. On est ravis de vous retrouver encore aujourd'hui, c'est mercredi. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone, bien entendu, que vous devez utiliser à bon escient. On vous entend, monsieur D'Artigol, s'il vous plaît. Vous êtes bien entendu les bienvenus dans cette belle maison Sud Radio, cette plateforme de débat et d'opinion. Allez, au sommaire de cette émission, on va aller vite. 17h30 pour le grand débat. Taxer les grandes fortunes pour financer la transition écologique, c'est l'idée du chef des députés MoDem et d'un député communiste dans un rapport sur la hausse des inégalités du patrimoine. Oui, selon eux, 92% du patrimoine brut est détenu par la moitié des ménages les plus riches, d'où l'idée d'une taxe au niveau européen. Objectif, prélever 150 milliards d'euros sur 30 ans aux 10% les plus riches. Vous êtes d'accord? C'est aux plus riches de payer ou c'est à tout le monde de payer parce que vous pensez qu'ils risquent de partir? Tiens, par exemple en Suisse, appelez-nous au 0826 300 300. Et le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Faut-il repousser à plus tard l'interdiction de louer des passoires thermiques? En tout cas, Bruno Le Maire le proposait hier, mais plusieurs députés macronistes ne sont pas d'accord. Finalement, le ministre de l'économie fait un petit peu marche arrière aujourd'hui. L'interdiction doit entrer en vigueur en 2025 pour les logements classés G, puis 2028 pour ceux classés F, Philippe. Il ne faut pas renvoyer à la Saint-Glinglin, vous pouvez chercher la date sur le calendrier, a répondu la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet. D'un côté, ce serait pas mal pour les petits propriétaires qui n'ont toujours pas les moyens de faire les travaux. Faut-il les obliger? Vous êtes petit propriétaire, c'est une charge trop importante pour vous. Appelez-nous, venez témoigner au 0826 300 300. Et donc cette question du jour, doit-on taxer les grandes fortunes pour la transition écologique? Pour l'instant, vous dites oui à 64%. Vous souhaitez la bienvenue, c'est les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et nos vraies voix qui ricanent déjà, j'aime beaucoup. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir mon Philippe. Bonsoir. Chère Cécile, bonsoir Philippe. Il n'a pas dit cher. Hein. Non, je ne veux pas. C'est normal, il n'est pas payé. Il y a un doute. Il y a de tension, c'est des Non, téléviseurs. très net. Mais j'ai eu la chance de le voir beaucoup aujourd'hui déjà, ma chère Cécile. C'est que vous êtes rassasié, Philippe. Oui, j'ai eu mon compte. Ça peut être mal interprété. Tout cela ne nous regarde pas. Voilà. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Bonsoir Olivier. Présent. Bonsoir les vraies voix. Comment allez-vous Olivier? Très bien. Vous grande forme. Wow, ça se voit. Ça se voit. Dis donc, on vous entend cette fois-ci. Vous n'êtes pas endormi sur votre micro, c'est bien. Oui, j'avais capoté. Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Mickaël. Comment ça va Mickaël? Ça va très bien. Votre t-shirt amour m'a mis dans l'ambiance. C'est pour vous. C'est pour vous. On envoie de l'amour aujourd'hui. Exactement. N'en profitez pas pour regarder mon t-shirt d'Artigol. Oui, vous l'avez lu une fois, c'est bon, maintenant vous arrêtez. Il est très lentement. Il va passer pour un voyeur maintenant. Difficile de ne pas les voir. Oui, je sais, monsieur Bilger, je sais. En même temps, c'est fait pour ça. C'est bien de le reconnaître. Dans un instant, Romain sera avec nous de Bordeaux, mais tout de suite, vous savez, vous nous laissez de Bordeaux. Vous laissez des messages. Ok, Olivier D'Artigol, vous voulez jouer à ça? Alors, attention, jusqu'à 19h, attention. Allez, vous laissez des messages au 0826 300 300 et merci de le faire, on vous écoute. Oui, bonjour, c'est Eric de Nîmes. Le problème du logement, il faut le voir autrement. Moi, ce que je constate, il y a 20 millions de célibataires. Ça fait qu'il faut multiplier par 2 le nombre de logements. Bon, déjà, le problème, c'est le célibat. J'en suis, il n'y a pas de souci. Quand on parle à Marseille, dans les quartiers dissensibles, du mal logement. C'est que des familles font trop de gosses. Quand vous vivez à 7 ou 8 dans des 3 pièces, évidemment, c'est la faute des autres. C'est la faute du pays. C'est pour ça qu'il y a de la violence dans le pays. Voilà. Il faut contrôler les naissances. Je le dis 100 fois, mais personne ne va en parler. Le sujet est tabou. Et à côté de ça, on propose toujours des allocations à gogo à des pères qui n'ont pas les moyens de nourrir de gosses. Ils en font 4, 5, 6, 7. Et on leur propose encore de l'argent pour qu'ils en fassent plus. Et personne ne dit rien. Il y a pas un souci là?
Merci pour votre message, cher Eric de Nîmes. Cette réflexion de dire d'un côté, il y a 40 millions de célibataires selon lui, d'un autre côté, les appartements sont surchargés. Voilà, je ne sais pas ce que ça... Oui, Cécile, je ne suis pas emballé par la teneur du message de notre ami, mais tout de même, il est réaliste. Il est fâché. On a un gros problème de natalité dans notre pays. Nous sommes sur des trajectoires de vieillissement spectaculaires de la population sur les 20 prochaines années. Il faut donc une politique nataliste, une politique familiale beaucoup plus forte et universaliste d'ailleurs dans notre pays. C'est un énorme défi pour les années à venir. Mickaël Sadoun. Oui, je suis d'accord avec Olivier. Après, de là à dire que le problème du logement, c'est la mauvaise répartition, si je crois avoir compris le message de monsieur, de la mauvaise répartition des habitants entre les logements, ça, je suis beaucoup moins sûr. Allez, 0826 300 300. Notre auditeur du jour est avec nous, Romain de Bordeaux. Bonsoir, Romain. Bonsoir, Romain. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va, Romain? Moyennement, j'ai un petit coup de gueule là. J'ai eu une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, allez-y. On commence par la bonne. Allez, d'abord la bonne. La bonne, c'est que je vais être bientôt papa d'une petite fille. Félicitations. Quand? Dans combien de temps? Dans combien de temps? En janvier, elle est née normalement. Magnifique. On a encore un peu le temps, ok. Oui, il y a un petit peu de temps, mais alors j'ai plein de mauvaises nouvelles. La prime de naissance, je gagne trop. La crèche, je gagne trop, donc je vais devoir trouver une nounou si j'en trouve une. La cantine, je payerai trop. La garderie, je payerai trop. Les vacances, il n'y en aura pas ou peu, alors que d'autres, c'est gratuit. Et quand on fait le total, je suis de la classe moyenne et avec mon enfant, je vais être dans la classe moyenne pauvre, alors que je paye des impôts à tout va et que je travaille. Alors Olivier, comme il l'a dit, c'est pour aider les personnes, en gros, les moins riches, mais il ne faut pas confondre aider et assister. Pourquoi pas aider tous les foyers qui ont jusqu'à 3 enfants, mais au-delà, c'est pas la société de payer une envie de grande famille. Avoir un enfant actuellement, c'est un luxe. Je suis d'accord avec vous. Je suis pour une politique familiale universaliste, c'est-à-dire sans condition de sans critères de ressources. Sinon, beaucoup de gens vont hésiter à un moment donné. J'étais avec une personne au téléphone récemment qui me disait, tu sais, j'ai 2000 € net, je n'ai droit à rien. Je n'avais pas la prime scolaire, par exemple. Et donc, les effets de seuil sont terribles. Parce qu'étant donné que le salaire médian dans notre pays est à 1800 € net, il y a énormément de personnes qui ont un temps plein avec, par exemple, ces 2000 €, 1800, 2000, et qui n'ont pas d'aide. Et c'est un Je rappelle ce qu'est le salaire médian, problème. Parce que les gens confondent avec le salaire moyen. La moitié des gens gagnent plus et la moitié moins. Et il y a énormément de jeunes couples qui reportent la décision de faire un enfant parce que tout simplement, ils sentent que leur situation n'est pas assurée, qu'ils ne peuvent pas. Ce qui est terrible pour un pays comme le nôtre. Oui, Mickaël Sadoun. Oui, moi je suis tout à fait d'accord pour l'universalité des allocations familiales. Après, il faut quand même bien reconnaître que, bon, déjà, la première chose, que c'est la gauche qui est revenue dessus. Cher Olivier. François Hollande, plus précisément. En souriant. Non, mais c'est vrai, c'était une énorme Deuxième chose, je pense que même si elle doit être universelle, son montant doit être variable selon quand même le revenu des gens. C'est simplement du bon sens. Évidemment, un enfant coûte plus cher en proportion du revenu du loyer, du ménage quand le ménage est pauvre. Donc évidemment, je suis pour donner plus aux ménages qui ont moins. Voilà. Et Philippe Bilger, le côté universel, justement. Moi, je suis assez d'accord. Assez d'accord. Je suis assez d'accord. Par ailleurs, l'intervention de monsieur m'a beaucoup fait penser aux Gilets jaunes, parce que c'est à ce moment-là qu'on a parlé de ces gens qui gagnaient assez pour payer des impôts et qui travaillaient, mais qui en même temps gagnaient trop pour toucher des allocations familiales et des allocations sociales, etc. Donc, et trop peu pour avoir des loisirs. Voilà, exactement. Et donc j'ai reconnu cette classe sociale qui vivait ces difficultés et qui s'est révélée à ce moment-là. En tout cas, on espère, Romain, vous allez rester avec nous jusqu'à 19h. On sera la deuxième bonne nouvelle, puisqu'on va vous accueillir. Et on est ravis de le faire. 0826 300 300, vous voulez bien entendu commenter ces débats. Dans un instant, Félix Mathieu sera avec nous avec les 3 mots dans l'actu. Et le réquisitoire du procureur, on parle de quoi, Philippe Bilger? Le porno, c'est violent. On en parle dans un instant. 0826 300 300, ça nous concerne tous. On a envie de vous entendre sur ce sujet. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous accueillir. On va faire l'appel avec Philippe David. Philippe Bilger, présent. Présent. Olivier D'Artigol. Présent. Chroniqueur politique. Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Présent, madame. Bon, c'est bien. Philippe David, vous êtes là? Oui, présent. Oui, bon, Cécile de Ménibus. Non, je ne suis pas là. Ne me cherchez pas, je ne suis pas là. Félix Mathieu. Présent. Félix Mathieu, dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu. On va parler de quoi? On va parler de l'Assemblée nationale qui étudie le budget 2024, de la Première ministre qui présente le plan anti-harcèlement scolaire et puis du président de la République qui est attendu en Corse pour des annonces. En 3 mots, ça donne budget, harcèlement et autonomie. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est contre la pornographie que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Contre l'industrie pornographique, le Haut Conseil à l'égalité a remis un rapport qui est tout de même impressionnant parce qu'il a... comment dirais-je, consulté en tout bien, tout honneur 5 sites pornographiques et il indique que, évidemment, c'est totalement contraire aux droits des femmes. Il y a de la violence, il y a de la barbarie, il y a des humiliations, on a des scènes de viol réelles qui sont offertes aux gens qui vont sur ces sites et évidemment, l'accès aux mineurs n'est absolument pas contingenté. Donc je pense que ce rapport est très important et je pense qu'il y a une forme d'industrie pornographique qui est non seulement humiliante, abjecte et qui doit être non seulement limitée mais réprimée. Olivier, il faut arrêter de faire du déni sur le porno. Oui, bien sûr. Dans la presse ce matin, il y a 2 quotidiens de mémoire, Le Figaro et l'Humanité, qui traitent amplement de cette question-là, avec un état des lieux sidérant. Un jeune sur 2 à l'âge de 12 ans est impacté par cette réalité. 1 sur 2 à 12 ans. Et aussi des choses concernant les plateformes où les rapporteurs ont donc signalé 5 vidéos particulièrement abjectes et elles sont toujours en ligne. Oui, ça c'est le problème. Et Le Monde cet après-midi. Michael Sadoun. Ah oui, moi je trouve que c'est une zone grise immense quand on sait que les sites pornographiques font partie des sites qui génèrent le plus de trafic dans le monde entier. Dans le monde entier. Oui. C'est-à-dire que dans les 10 sites les plus fréquentés du monde, vous avez quelque chose comme 3 ou 4 sites pornographiques. Donc il serait temps que les pouvoirs publics prennent ce sujet en compte. Ils l'ont déjà fait avec des auditions sénatoriales dans lesquelles les actrices porno elles-mêmes parfois donnaient des pistes d'amélioration. Moi, pour le coup, moi qui ne suis pas un libéral d'habitude, je suis pour discuter avec les acteurs de la filière et réguler le plus possible. Quand certains disaient qu'il fallait mettre son adresse email ou s'identifier, vous êtes pour? Je trouve que c'est bien. Ah oui, protéger les mineurs. Sur les réseaux sociaux, je suis à fond pour... Enfin... Au-delà de cela, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour ce sujet, Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Bonsoir Félix, et vos 3 mots dans l'actu sont budget, harcèlement et autonomie. Le 49.3 s'il le faut pour faire passer le budget 2024, principe entériné ce matin par le Conseil des ministres. L'Assemblée commence à étudier la loi de programmation des finances publiques. Exclusion des harceleurs, saisie du procureur, la lutte contre le harcèlement scolaire érigée en priorité absolue avec des brigades dédiées dans les rectorats, la confiscation du portable dans les cas graves, des cours d'empathie. Elisabeth Borne présente son plan en ce moment même. Et puis Emmanuel Macron entame une visite en Corse pour des annonces sur le statut de l'île. Le mot autonomie n'est plus un tabou. Les Vraies Voix Sud Radio. 3 défis identifiés par le gouvernement: désendetter la France, lutter contre l'inflation, verdir l'économie. 16 milliards d'euros d'économies prévues l'année prochaine pour le budget 2024, mais aussi une nouvelle taxe sur les autoroutes. Pour la rénovation de l'habitat, le gouvernement dégage 1,6 milliard d'euros en plus. Après le Conseil des ministres, Bruno Le Maire a répondu aux critiques. Le Haut Conseil aux finances publiques, notamment, juge la trajectoire financière de la France peu réaliste, avec une prévision de croissance un peu trop optimiste. Eh bien, ce n'est pas l'avis du ministre de l'économie. À chaque fois, on nous explique que nos prévisions sont trop optimistes. L'année dernière, on me prédisait une récession. Et on m'avait dit, mais votre budget, 1% de croissance, vous ne les ferez pas. L'Europe sera en récession en 2023. Et on m'avait dit ça avec beaucoup de certitude. On fait 1% de croissance. Donc je crois qu'il faut rester, non pas optimiste, mais volontariste, avoir confiance dans notre économie, confiance dans nos entreprises, confiance dans le travail de nos salariés. Et 1,4% de croissance me paraît un chiffre responsable
et sincère. Bruno Le Maire, ce matin, le Conseil des ministres a entériné la possibilité de recourir au 49.3, les partis d'opposition étant très peu susceptibles de voter le budget. Philippe Bilger, le 49.3, on n'en abuse pas un petit peu ? Si, bien sûr, mais ils sont très gênés par le Rassemblement national, notamment. Ils ne veulent surtout pas obtenir un assentiment parlementaire si le Rassemblement national y participe. Et donc, c'est un véritable casse-tête dans lequel le gouvernement est enferré, même s'il a progressé un tout petit peu, puisqu'il a réintroduit dans l'arc républicain 2 groupes qui avaient été exclus d'une manière totalement discutable au début. Olivier d'Artigol. Oui, le 49.3, c'est une arme pour l'exécutif qu'il peut utiliser, dégainer sur les textes budgétaires, budget de la nation, budget de financement de la sécurité sociale, et une fois par session. Mais le tout est qu'il y ait un véritable débat parlementaire et que des alternatives à ce qui est proposé par l'exécutif puissent être réellement discutées. Moi, je rêve d'un grand débat national. Exposé et discuté. Oui, je rêve d'un grand débat national, public, contradictoire, instruit, pour poser la question de la fiscalité dans ce pays. On va en parler avec Nicolas Sansu. Le gouvernement se retrouve dans un piège, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de marge de manœuvre sur le plan de nouvelles recettes. Avec cette tarte à la crème qu'on nous balance chaque fois sur le fait on ne peut pas augmenter les impôts. Mais il faut aller chercher de nouvelles recettes pour financer des politiques d'avenir. Et donc il faut que ce débat ait lieu. Mickaël Sadoun, le 49.3. Alors là, je suis pas d'accord. Enfin, sur le fond, sur le 49.3, on peut en parler, c'est un dispositif. Moi, je considère que le gouvernement a la possibilité de l'utiliser. Il n'a qu'à l'utiliser. Sur le fond du sujet, après, je suis en désaccord avec Olivier d'Artigol. Je n'ai rien contre les impôts en principe, mais c'est vrai que la France est le pays de facto le plus taxé au monde. Rajouter des impôts à l'impôt, ce serait une folie, surtout dans un contexte déjà difficile de pouvoir d'achat, etc. Par ailleurs, Bruno Le Maire, quand il parle de prévisions de croissance qui se trompent, alors, elles se sont trompées, mais parce qu'il a maintenu l'économie sous perfusion. Donc, évidemment, il maintient une croissance avec des aides publiques et avec de l'argent public. Mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Les défaillances d'entreprises sont déjà en train de se multiplier. Les économistes les plus sérieux prévoient des récessions pour l'année suivante. Je suis désolé, des prévisions de croissance à plus d'1%, pour moi, ça ne me paraît pas sérieux. Voilà. Et le deuxième mot, la Première ministre qui annonce son plan de lutte contre le harcèlement érigé par la priorité absolue, Félix. Oui, Elisabeth Borne présente ce plan en ce moment même avec quelques mesures déjà sur la table. Des brigades dédiées dans les rectorats, la confiscation du téléphone portable dans les cas graves, des cours d'empathie aussi vont être proposés. Ce plan avait été annoncé dès le mois de juin par la Première ministre après le suicide de Lindsay, 13 ans, dans le Pas-de-Calais, soit avant que le drame récent de Nicolas, notamment dans l'académie de Versailles, ne remette ce sujet au centre de l'actualité. Le harcèlement, ce sont d'abord des drames. Nicolas, Lindsay, Thibaut, Ambre, Lucas, chacun de ces prénoms résonne comme un échec pour nous. Alors avant de vous présenter notre plan global de lutte contre le harcèlement, je voulais commencer par adresser un mot à toutes les jeunes victimes. Vous n'êtes pas responsables. Ce que vous vivez est inadmissible, insupportable. Alors, parmi les annonces de ces dernières minutes, Elisabeth Borne veut permettre aussi d'exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux ou encore de saisir systématiquement le procureur en cas de signalement. Ouais. Troisième mot, Emmanuel Macron attendu en Corse pour des avancées sur le statut de l'île de Beauté. Oui, le président a attendu ce soir pour une visite de 2 jours, durant laquelle il pourrait faire des annonces sur une éventuelle autonomie de l'île, autonomie qui resterait à graver dans le marbre de la Constitution. Emmanuel Macron va commencer cette visite par un dîner républicain avec les élus locaux à Ajaccio, avant donc ce discours très attendu demain matin à l'Assemblée de Corse. Pour mémoire, après la mort en mars 2022 d'Ivan Colonna, agressé à la prison d'Arles, et puis les manifestations violentes qui avaient suivi dans l'île, le gouvernement avait ouvert des discussions en ouvrant la porte à donc une forme d'autonomie de l'île. Oui, autonomie ne veut pas dire indépendance. Cécile, si je peux revenir un peu en arrière rapidement, les chroniqueurs des Vraies Voix n'ont pas besoin de cours d'empathie, mais je ne veux pas tourner en dérision cette mesure. Je doute que ça suffise tout de même. Les autres, c'est pas mal. Supprimer les portables, tout ça. Oui. Mais de toute façon, il va bien falloir trouver des solutions. Allez, dans un instant, vous restez avec nous. Doit-on taxer les grandes fortunes pour la transition écologique? On va en parler avec Nicolas Sansu, qui est avec nous, député PCF du Cher Éco, auteur de ce rapport. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Question cash, est-ce une nouvelle mesure anti-riche?
Non, c'est une mesure de justice fiscale tout simplement. Et avec Mattei, je ne pense pas qu'on soit là dans l'anti-riche. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300. Vous voulez bien entendu commenter cette information. On vous attend au standard jusqu'à 19h avec tous nos invités. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, vous avez raison en tout cas d'être fidèle à Sud Radio et on vous en remercie. Ici vous pouvez vous exprimer, parler, débattre, donner votre opinion et on en parle aujourd'hui avec Philippe Bilger qui est président de l'Institut de la Parole, Olivier D'Artigol, chroniqueur politique et Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Est-ce qu'il faut taxer les riches pour financer la transition écologique ? Tout le monde n'a pas le même bilan carbone, ou les mêmes émissions, ou les mêmes empreintes. Créer une sorte d'ISF vert, c'était ça à l'origine, l'idée. L'injustice climatique et l'injustice sociale se recoupent. Ce sont les riches qui contribuent le plus au réchauffement climatique et les pauvres qui pâtissent le plus des conséquences du réchauffement climatique. Il faut taxer les riches pour tout, mais à la fin, si vous voulez, à force de les taxer, on va les faire fuir. Ceux qui gagnent beaucoup, ceux qui ont accumulé beaucoup de richesses aujourd'hui, participent. Et quand on a 150 milliards d'euros qui rentreraient en plus dans les caisses de l'État, eh bien oui, là, on aurait de nouvelles marges de manœuvre pour répondre aux besoins du pays et réparer la France. Et donc dans un rapport sur la fiscalité du patrimoine, Jean-Paul Mattei, chef des Modem, et puis dans le cadre du camp présidentiel à l'Assemblée, et Nicolas Sansu, député communiste dans l'opposition, alerte sur ces inégalités de patrimoine en hausse depuis plus de 20 ans et propose de taxer exceptionnellement et temporairement les Européens les plus riches, Philippe. Oui, 92% du patrimoine brut est détenu par la moitié des ménages les plus riches, disent-ils, d'où l'idée d'une taxe européenne, objectif prélever 150 milliards d'euros sur 30 ans aux 10% les plus riches. Alors, est-ce que pour vous, vous êtes d'accord? Est-ce que pour vous, c'est aux riches de payer la transition écologique ou est-ce que vous dites, il y en a marre des impôts, y compris pour la transition écologique, ils vont partir en Suisse, tiens par exemple, comme disait Elisabeth Lévy, on vous attend au 0826 300 300. Donc à cette question, doit-on taxer les grandes fortunes pour la transition écologique? Vous dites oui à 63%. Et notre invité pour en parler, c'est l'un des deux, en tout cas, personnalités politiques qui ont décidé de mettre en place cette proposition. Nicolas Sansu est avec nous, député PCF du Cher et co-auteur de ce rapport. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette question, Philippe, de taxer finalement les riches pour cette transition, c'est une bonne idée? En tout cas, si je suis les auditeurs de Sud Radio, ils l'approuvent à une large majorité. Je reconnais bien là les Français qui sont prêts, 63%, qui sont prêts à être généreux jusqu'aux milliardaires français. Mais ceci étant dit, je vois mal comment, lorsqu'on est de bonne foi et qu'on est un citoyen qui essaye tout de même d'être informé, comment on peut refuser cette idée. Mais en revanche, et là, j'attends avec impatience la réponse de monsieur le député. Je suis un peu agacé en permanence lorsqu'on parle des grosses fortunes, des riches. On a toujours l'impression qu'implicitement derrière, il y a l'idée qu'ils les ont acquises, ces fortunes, de manière illégitime, pas par leur travail. Et je suis un peu agacé par ce climat de suspicion générale, mais qui ne rend pas vaine votre rapport. Vous avez raison, monsieur. Oui. Alors, on fait le tour. Un message d'Alain Leclerc sur notre compte Twitter qui nous dit: pour taxer les autres, il y a toujours des partisans. D'abord, j'invite vraiment. Une richophobie en France. Je suis très content de gagner un sondage parce que ça m'arrive tous les jours. sur ce que la direction que je souhaite qu'on puisse prendre. J'invite vraiment les auditeurs à lire la contribution des deux députés. L'Assemblée est souvent décriée, mais l'Assemblée produit des choses qu'il faut prendre en considération et de lire le travail réalisé par Nicolas Sansu et Jean-Paul Mattei, qui ne sont pas de la même chapelle politique, mais ils ont franchi le Rubicon pour travailler ensemble et pour mettre sur la table une véritable proposition. Et je vous rassure, il n'y a pas dans ce travail un discours anti-riche, et ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de financer un défi qui est majeur, et vous verrez, ils ne s'en rendront même pas compte. C'est indolore pour eux. Mickaël Sadoun, mon petit doigt me dit qu'il ne va pas être d'accord. Olivier D'Artigol. Non, mais ça soulève des interrogations. Il faudrait voir dans quelle mesure et à quelle hauteur ça se fait. Mais première chose, c'est pour investir dans quoi? Parce que si c'est pour nous faire de l'éolien, pour moi, c'est pas nécessaire. Regardez ce que l'Allemagne a fait avec l'éolien. Ils ont aujourd'hui, selon les plages horaires où ils l'appliquent plus ou moins,
besoin de recourir au charbon et ils ont donc une énergie qui est parfois 50 fois plus polluante que celle qu'on produit en France. Vous permettez, et même des centrales à lignite encore plus polluantes que les centrales à charbon. On est tout à fait d'accord. Deuxième chose, c'est il faudrait un accord international. Ça a été dit rapidement dans l'introduction par Elisabeth Lévy. Si on taxe trop les riches, c'est bête, c'est comme ça, mais le capital, il est mobile, donc il peut fuir. Voilà. Et on parle bien d'une taxe sur le capital et non pas sur le travail, donc qui est encore plus mobile. Et la troisième chose, c'est une interrogation générale. Est-ce que la machine capitaliste qui tourne, qui produit de bons effets et des externalités négatives aussi, on l'arrête par le producteur ou par le consommateur ? Et ça, c'est une question à laquelle j'aimerais que monsieur le député réponde, puisque pour moi, le consommateur, ce n'est pas qu'il est responsable, évidemment, il essaye de vivre et du mieux qu'il peut, mais... Il a une contribution aussi, ce que vous voulez dire. Taper sur celui qui fait fonctionner la machine, c'est pas forcément la bonne manière de faire. Deux choses d'abord, pour répondre à monsieur Bilger. Non, ce n'est pas le travail aujourd'hui qui crée la richesse. Le patrimoine se fait parce qu'il y a de l'héritage. C'est-à-dire qu'on a une boule d'héritiers. C'est ça qui se passe. Là où l'héritage représentait 35% de la richesse patrimoniale en moyenne, en 1970, on est à 60%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une société d'héritiers et de rentiers qu'on fait. Il y a un problème. On a un problème. Parce que quand c'est comme ça, c'est le consentement à l'impôt qu'on est en train de tuer. Et moi, quand je dis, quand on dit avec Jean-Paul Mattei que attention à ne pas laisser cette boule grossir, parce que sinon, les gens qui vont payer 2 € le litre d'essence, qui payent donc de la TVA, de la TIPP, ils vont dire, bon, ça suffit quand même. Il y en a qui s'en mettent plein les fouilles. Et qui à un moment, nous, on est obligé de payer. Donc il y a un vrai problème de consentement à l'impôt. Et je ne dis pas d'augmenter les prélèvements obligatoires quand on dit ça. On dit attention à la répartition. Et à respecter l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que chacun doit contribuer en fonction de ses facultés respectives. Et c'est ça la question majeure. C'est ça que l'on pose. Et puis ensuite, sur la question du producteur, du consommateur, quand on me dit ça, il y a quelque chose qui me revient toujours. Je me promenais un jour dans les rues de Vierzon et il y a un gars qui tenait un grand restaurant. Il me dit Nicolas, je fais travailler 15 personnes. Je fais vivre 15 personnes. Je dis, c'est pas plutôt les 15 personnes qui te font vivre? Bien sûr. Donc attention, je veux dire, attention à ce sentiment qu'à un moment, Bernard Arnault serait magnifique parce qu'il crée des emplois. Mais pas du tout. Il crée des emplois. Mais entre nous, avec... On a aussi identifié d'autres choses dans ce rapport, parce qu'il a deux parties. Il a une partie où on objective toutes les données. Et c'est très très intéressant. Après, on peut ne pas être d'accord avec les conclusions qu'on en tire, mais vous verrez qu'on a compilé tout ce qui existe depuis longtemps sur justement la constitution des patrimoines. Et je pense que c'est peut-être la partie la plus intéressante. Mais après, quand vous avez des mécanismes qui font remonter les dividendes dans des holdings qui ne sont pas transparentes, donc qui ne sont pas fiscalisés, les dividendes, et qui ensuite, ces holdings peuvent être au Luxembourg ou dans d'autres pays à fiscalité douce, ils sont déjà partis ceux-là. Oui, mais arrêtons de se raconter des histoires. Et après, avec le pacte Dutreil et les apports cessions, ils font en sorte que la transmission des actions ne soit jamais fiscalisée ou soit extrêmement sous-fiscalisée. Ça n'est plus possible. Bien sûr, mais c'est un autre sujet. Donc c'est ça qu'on a voulu montrer. Transition écologique, là on parle d'évasion fiscale. Monsieur le député, votre chiffre sur les héritiers est très intéressant. Est-ce que vous diriez que c'est ce qui a aggravé en quelque sorte l'affrontement social? Je veux dire par là que à une certaine époque, peut-être, les gens les plus modestes avaient une forme de respect devant les entreprises et les fortunes qui s'étaient créées par la simple initiative et intelligence. Est-ce que vous diriez que cette société d'héritiers a aggravé profondément le sentiment d'hostilité je crois que c'est ce qui crée aujourd'hui le frottement devant le consentement à l'impôt, bien entendu. Mais ça s'est vu durant toute l'histoire. Vous savez, on dit toujours d'héritiers aux États-Unis. On dit toujours que la révolution est née d'impôts trop forts, mais c'est pas d'impôts trop forts, c'est d'inégalité devant l'impôt. On est un pays en France où on accepte d'avoir beaucoup de choix collectifs. On a une sécurité sociale. Vous savez, ce que vous payez avec la sécurité sociale en France, vous le payez aux États-Unis par l'assurance privée. C'est un choix qu'on a fait. C'est un choix stratégique de la nation. On est un pays qui a des grands services publics. On est un pays qui a des collectivités locales qui investissent et produisent du service public local. En fait, je le dis toujours, on est le pays le plus communiste du monde. C'est comme ça. C'est comme ça. La Corée du Nord l'est plus. Non, vous avez tort. Vous avez tort. Sur les choix collectifs, on est le pays le plus communiste du monde. Ou en tout cas, celui qui met le plus de choses en commun. Voilà, si je peux m'exprimer. Et donc, il faut des moyens pour permettre cette mise en commun.
Et ce n'est pas complètement incongru. Donc l'idée, c'est pas forcément d'augmenter les moyens ad vitam aeternam, c'est de se dire, est-ce que les efforts sont justement répartis pour éviter justement que les gilets jaunes ressortent, parce qu'on va quand même pas raconter l'histoire, c'est ça la question. Et aujourd'hui, je peux vous dire que si on ne va pas sur la question de là où il y a de l'argent énormément, le patrimoine alors je prenais Bernard Arnault, mais vous savez que les 500 plus grosses fortunes de France sont maintenant à 1170 milliards de patrimoine. C'est monstrueux. On a dépassé les 1000 milliards pour la première fois en 2021 sur la constitution des 500 premières fortunes. Je pense qu'il y a un moment, c'est pas tenable. Nicolas Sansu, juste pour ceux qui nous écoutent, et après on va prendre Romain à Bordeaux, l'organisation, comment ça va se gérer? C'est-à-dire que qui aujourd'hui est fléché, sur quoi, comment, et qu'est-ce que ça va rapporter? Sur les flux, je remets une petite couche à ce qu'a dit Cécile. Sur les flux ou sur les stocks on va taxer? C'est-à-dire sur l'argent en banque ou sur le capital Si vous taxez vraiment les flux, notamment la remontée des dividendes, vous n'aurez pas besoin de taxer les stocks. On est d'accord? Parce que les stocks seront moins importants à partir du moment où vous taxez les flux. Exactement. Mais aujourd'hui, il faut taxer les stocks parce que les plus aisés, je dis bien vraiment les 0,1%, les 1%, les 0,1% n'ont pas de revenus. Ils n'ont qu'un revenu économique. Ils n'ont pas de revenu personnel. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'argent. Donc vous taxez par rapport au capital des entreprises, par exemple? Il faut. Mais vous savez, aux États-Unis, vous voyez bien la vitesse à laquelle il évolue ce capital des entreprises. Aux États-Unis, vous avez une flat tax sur tous les revenus du dividende, qu'ils soient mis dans la poche des personnes ou dans les holdings. Non, ça c'est normal. Non, mais toutes les holdings sont transparentes. Mais il y a déjà des taxes sur les transactions financières en France. Absolument pas. Quand vous remontez dans la holding, vous avez juste la quote-part pour frais de gestion. Vous n'avez pas la flat tax. Allez, 0826 300 300. Et c'est Romain qui nous appelle de Bordeaux. Rebonsoir Romain. Rebonsoir. Donc pour moi, un ultra riche, il économise quasiment 80% de son argent, donc il réinvestit dans des entreprises et donc dans des emplois, donc en gros c'est rentable. Et en gros, si on leur prend, ils vont moins investir. Et en gros, on va leur prendre de l'argent au profit pour subventionner des éoliennes qui sont absolument pas rentables, des voitures électriques ultra polluantes, et j'en passe. En gros, les politiques actuellement, ils naviguent à vue et ils n'ont pas de plan concret. Il faut arrêter de taxer ceux qui savent gérer leur argent pour des plans foireux au profit de gens qui ne savent pas gérer l'argent. Si vous voulez faire réellement de l'écologie, moi j'ai une chose. Vous sortez de l'arène pour baisser le prix de l'électricité. Comme on a le prix de l'électricité le moins cher au monde, ça va attirer des industries qui en plus vont créer des emplois. On arrêtera d'importer de tous les pays environnants via des porte-conteneurs qui polluent avec autant que des millions de voitures. Ensuite, on subventionne pour tous des chauffe-eau solaires. On met en place le ferroutage, mais réellement on le met en place, c'est pas 2-3 camions. On met du ferroutage à fond. Et là, vous verrez que là, réellement, c'est de l'écologie qui n'est pas punitive. Voilà, ministre de l'écologie, Romain, restez avec nous. Ce que dit Romain, c'est plein de bon sens, Nicolas. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord et d'autres pas. C'est-à-dire que il oublie que quand c'est réinvesti, c'est sorti déjà des revenus. C'est-à-dire puisque c'est réinvesti au niveau de l'entreprise, il n'y a pas de revenus qui sortent. C'est fini, c'est déjà taxé puisqu'il y a l'impôt sur les sociétés après avoir investi. Donc ça c'est, je pense qu'il y a une erreur. Ensuite, il a raison sur deux choses. Oui, il faut sortir de l'arène, mais ça, on est quelques-uns à le dire. On a voté une proposition de loi. C'est très transpartisan, hein, ça va venir sauf la majorité. On va dire sauf la majorité. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut s'affronter au traité européen. Voilà. Et à un moment, il va falloir quand même s'affronter à certaines choses. Et puis ensuite, il a raison sur le fret ferroviaire. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de casser le fret ferroviaire, de liquider fret SNCF. Alors qu'il faut un service public ferroviaire, parce que ce que dit Romain, il a raison. Il faut investir de l'argent public, sinon on n'aura jamais un réseau suffisant pour accueillir du fret ferroviaire. Allez, direction l'Aveyron, 0826 300 300 avec Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bon, d'abord, je viens d'écouter les propos de Romain et j'approuve à 200%. D'accord, on lui dira. C'est beaucoup un ministre. C'est beaucoup de ça. Allez-y. Sur les richesses, bon, moi je commençais on a eu un mouvement social quand même d'ampleur dans ce pays qui réclamait justice fiscale. Depuis, rien du tout, pire. Juste, moi ce que je trouve profondément injuste, c'est que quelqu'un qui travaille paye des impôts à son pays via la TVA, des taxes, le gazole, tout ça. Les revenus du travail, les revenus du capital ne sont pas taxés à même niveau, c'est-à-dire le travail est plus taxé que le capital, alors qu'on travaille pour gagner cet argent-là. Ça c'est profondément injuste. Bon, après l'héritage des riches, l'héritage, moi je pense que quand quelqu'un gagne
l'héritage de papa à 500 millions, il a une longueur d'avance quand même sur ses compatriotes pour réussir dans la vie. Un petit peu, oui. On pourrait peut-être un peu fixer quand même une limite. Parce que là, les enfants de Bernard Arnault, ils vont hériter de 200 millions d'euros. Bon, non, c'est pas 200 millions, c'est plus. Hein. Beaucoup plus. Milliards. Oui, mais... Bref, c'est gigantesque. C'est hallucinant, ça nous dépasse complètement. Serge, on va faire réagir nos invités. Reste Serge avec nous, Delavéron. Serge. Merci de votre témoignage. Nicolas Sansu, est-ce que ça, c'est pas une vraie question? On nous a souvent parlé de la réforme fiscale, mais là, les gens disent l'impôt, ils y consentent plus parce qu'ils le comprennent pas. Ben oui, c'est ce qu'on dit avec Jean-Paul Mattei. Il y a un vrai problème sur le consentement à l'impôt et l'égalité fiscale. Et il a raison quand il dit que les revenus du travail et les revenus du capital sont pas mis au même niveau, puisque la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique qui est à 30%, pour ceux qui prennent des dividendes. Pour ceux qui prennent des dividendes, quand vous payez l'impôt sur le revenu, c'est beaucoup plus cher pour un tas de gens. C'est-à-dire que la flat tax, c'est 12,8%, hein, c'est pas 30%. Vous rajoutez les contributions sociales. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous êtes barémisé, le taux marginal de l'impôt sur le revenu, il est inférieur à 30%. Non, il est à 45%. En général, ça dépend des revenus. Mais bien sûr, mais pour les plus riches, ils y ont gagné une blinde. Ah oui, non, mais je le dis parce que c'est la réalité. Ce serait très bien. On a déjà un impôt sur le revenu qui est très progressif. Oui, alors moi, je ne suis pas contre ajouter, si vous voulez, des tranches supplémentaires. Mais en général, on ne peut pas dire qu'on a un pays dans lequel on taxe pas le capital. Je ne parle pas de l'impôt sur le revenu. Je vous dis, quand on n'aligne pas les mêmes taux entre les revenus du travail et les revenus du capital, évidemment que ce sont ceux qui font le remonter le plus de dividendes qui y gagnent à la flat tax. J'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre énorme entre les deux. Si ce rapport pouvait permettre d'avoir une discussion intéressante dans le pays sur les patrimoines. Comment se sont-ils constitués? Comment sont-ils Mais c'est une autre question. Non, mais ne me dis pas c'est une autre question. Il se trouve que c'est le sujet. On était parti pour parler d'écologie et je constate qu'on parle beaucoup de la manière dont les gens gagnent l'argent. Mais non, alors là, pas du tout. Comment se sont-ils constitués? Comment est-ce qu'ils prospèrent? Comment est-ce qu'ils sont transmis? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir des stratégies d'évitement de l'impôt? Aujourd'hui, quand tu tiens un cabinet fiscaliste, je peux te dire que tu peux très bien, d'abord tu vis bien, et tu peux donner des conseils qui justement font un mal fou à l'égalité face à l'impôt. Oui, première chose, c'est-à-dire, malgré les décennies qu'on vient de vivre, il y a une passion française pour l'égalité. Elle n'est pas morte, elle est très vivante dans le pays. Première chose. Deuxième chose, je m'entends bien, voyez-vous, avec certains grands patrons du Béarn. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Parce que c'est pas la guerre civile, donc on se croise, on se rencontre, on discute. Mais quand je leur dis, en étant un peu morpion, mais donc si on t'en prend un peu plus, tu vas quitter le pays, mais certainement pas. Ils sont très contents de nos services publics locaux, ils sont très contents de la sécurité sociale, ils sont très contents des salariés, de leur formation, de leur savoir-faire. Ils sont très bien ici. Et même, il y en a certains qui te disent, de grands patrons, c'est vrai. On pourrait davantage contribuer. Nicolas Sansu, on a un texto d'un responsable agricole, s'il vous plaît, d'un responsable agricole, Jean-François Lamassé, qu'on salue dans la Haute-Garonne, qui est agriculteur, qui nous dit « Bonjour, une petite question. Combien va nous coûter l'écologie dans ce pays, en sachant qu'on est un des pays qui pollue le moins au monde ?» Et ça aussi, ça commence à horripiler les gens. Ouais. L'écologie, ça sert à nous faire les poches. Allez, 40 secondes. Mais non, l'écologie, ça sert pas à faire les poches. Aujourd'hui, quand on voit les catastrophes climatiques, quand même, de par le monde, si on pense qu'il n'y a rien à faire, c'est une erreur. Et quand on parle de réseau ferroviaire, quand on parle d'énergie décarbonée, et je le dis exprès, parce que ça peut être du nucléaire, voilà. Quand on parle, quand même. Attendez, je suis au Parti communiste français, je suis cohérent quand même. Donc quand on parle de choses comme ça, évidemment qu'à un moment, il faut quand même aller vers la transition écologique. Et merci en tout cas d'avoir été avec nous, Nicolas Sansu, député PCF du Cher et auteur de ce rapport. Merci d'avoir été avec nous. Vous voulez faire le qui c'est qui l'a dit? C'est à 18h, c'est ça? Non, c'est maintenant. Vous êtes prêts? Le sondage avant de terminer. Le sondage, c'est super. Allez, 37. Non, lui dit pas. On a gagné. On vient dans un instant. 63% pour vous. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Alors nous sommes très très bien entourés ce soir. On est ravis de les accueillir. Oui, Philippe Bilger bien entendu, Olivier d'Artigol, moi, chroniqueur politique. Même s'il a gagné le sondage. Bof, chroniqueur machin. Et puis nous avons gardé notre invité Nicolas Sansu est avec nous, un député PCF du Cher, puisque nous allons parler extrêmement sérieusement. Je vais vous faire écouter une petite chose, vous allez voir, et vous allez voir ce qu'est, en résumé, le qui c'est qui l'a dit. Écoutez. Maud Bréjon. Il a été plus rapide. Ah non, il a dit Bréjon. Non, j'ai dit Bréjon avant. Écoute, arrête. Regardez-le. Arrêtez. Alors, attendez, j'ai déjà écrasé le match. Excusez-moi, Eric, qu'avez-vous entendu? Vous avez entendu la voix de Philippe ou la voix de Françoise? Franchement, là, c'était un cafarnaum. Voilà. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Voilà, comme ça, vous parlerez. Chacun son tour comme un confesse. J'ai rien, voilà, c'est un petit teasing de ce qui se passe dans ce quiz de l'actu, où la mauvaise foi, monsieur le député, est de foi. Ici, vous avez le droit d'être de mauvaise foi. 0826 300 300, c'est Romain qui nous appelle de Bordeaux. Romain, c'est vous qui répondez en premier à la question, et ensuite, ce sont les autres qui parlent. Vous avez entendu Olivier d'Artigol? Levez la main droite et puis je le jure. Oui. Mais quand il a... Après, ça démarre. Oui, après ça démarre. Après, ça démarre. Qui c'est qui l'a dit? Attention. C'est facile, là. Je ne suis pas la présidente d'une assemblée du 49.3. Yael Braun-Pivet. Bonne réponse de Romain. Lui, il a trop d'avantages. Ah bah non, mais c'est l'auditeur du jour. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu... C'est désagréable. C'est un peu Bernard Arnault, Romain, aujourd'hui. Qui c'est qui l'a dit? Je vais essayer de prendre l'accent. Oui. I want my money back. Nous voulons que l'argent prélevé par l'Union européenne revienne aux Français. Romain. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Pardon. Ah putain, bon je l'ai pas, mais allez-y. Je l'ai pas. Chenu. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. Sébastien Chenu. Moi, je ne pouvais pas le dire, j'ai pas le droit. D'accord. Ça me fait mal à la bouche. Question qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, au sujet du conditionnement du RSA à des heures d'activité. L'état d'esprit esclavagiste est toujours là. Adrien Clouet. Non. Mathilde Panot. Non. Pas député. Non. Pas député. Non. Non. Mais candidate à la présidentielle. Hidalgo. Non. Si je vous dis Krasuki. Non. Sophie Binet. Non. Non. C'est plutôt mais il y a très longtemps. Oui, mais il y a très longtemps. Non. Tu l'as dit? Non, c'est pas la Guillet, c'est Nathalie Arthaud. Bonne réponse. Ah oui. Pourquoi je dis là pour... Non, mais parce que t'es au XXe siècle encore. Voilà. J'ai une nostalgie là qui me Qui l'a dit? Alors là, c'est facile, Romain. Quitter le ministère de la Santé a été la pire erreur de ma vie. Pensez au Covid. Oui, Philippe. Buzyn. Non. Bonne réponse de Philippe Bilger. Ah bah il a dit Philippe. Bravo. Non, mais, monsieur le député, c'est comme l'Assemblée nationale ici, il faut crier plus fort que les autres. C'est comme ça. Voilà. Comme ça. Qui c'est qui l'a dit? Attention, écoutez, la solution durable pour le pouvoir d'achat, c'est l'emploi. Romain. Borne. Bonne réponse de Romain. Il est bien. Il est bon. Il n'a aucune limite. Qui c'est qui l'a dit? Le chaos migratoire mènera à des insurrections électorales. Bardella. Non. Retailleau. Bonne réponse. Bruno Retailleau, effectivement. Michael Sadoun qu'on n'entendait pas renaît dans ce Michael is back. Écoutez bien celle-ci, Romain. Qui c'est qui l'a dit au sujet de l'ambiance dans l'hémicycle? Je veux une censure, une dissolution, que les Français votent. On ne va pas passer 4 ans avec ce cinéma permanent. Il ce matin sur Sud Radio. Merde. Ah ben non. J'ai pas écouté. Allez-y. Allez-y. Vous aviez candidat à la présidentielle. Dites-moi la citation. Au sujet de l'ambiance, je veux une censure, une dissolution, que les Français votent. On va pas passer 4 ans avec ce cinéma. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol, Nicolas Dupont-Aignan, qui était un poil plus rapide. Incroyable. Qui c'est qui l'a dit? Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. On a changé de monde. On va avoir une inflation durable. Ce n'est pas un homme politique, Romain. Non. Une grande personnalité du monde de l'entreprise
Des supermarchés. Non, des supermarchés. Vous me l'avez à peine évoqué. Michel-Édouard Leclerc, effectivement. Et qui gagne cette session? Alors là, il y a 3 matchs nuls entre Romain, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol à 2 points et Mickaël Sadoun et Nicolas Sansu, le député, à 1 point. Normalement, l'animateur a le droit de dire à partir de là, je donne la victoire à Romain. Voilà. Ça s'est passé dans un climat correct. Bravo, allez. Merci beaucoup, merci Nicolas Sansu, merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé à ce jeu. Vous restez avec nous dans quelques instants, la suite de ce programme. On va revenir bien entendu avec le top clic de Félix Mathieu et puis le tour de table de l'actu avec nos vraies voix. Philippe Bilger, on va parler de quoi avec vous? On va parler de Joe Biden qui est aux côtés de grévistes. Michael Sadoun. La loi de 1905 est-elle inutile? Olivier d'Artigol. Les infirmières scolaires, comment lutter contre le harcèlement et comment rétablir tout ça sans les infirmières scolaires? Super sujet, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Cette notion des vraies voix, parce qu'on a vraiment envie de les entendre, et vous aussi au 0826 300 300, vous faites partie de ces vraies voix. Philippe Bilger était avec nous, président de l'Institut de la Parole, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Ils sont en train de faire leur devoir, je ne sais pas ce qu'ils font, ils notent dans leurs agendas. Vous prenez des rendez-vous, c'est ça? Vous avez des... Non Je note, Gaulé en flag. Mais vous savez que tout est filmé ici. Oui. Allez, tout de suite, le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et parmi les mesures annoncées par Elisabeth Borne contre le harcèlement scolaire, certaines concernent le cyberharcèlement. Oui, impossible demain de rester en ligne sur les réseaux sociaux quand on y a harcelé quelqu'un, indique Elisabeth Borne. Nous renforçons considérablement notre éventail de sanctions contre le cyberharcèlement. Nous allons développer la confiscation des téléphones et permettre d'exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux. Exclure ces harceleurs des plateformes. Parmi les autres mesures, Gabriel Attal a lui annoncé la généralisation dans le cursus scolaire de cours d'empathie à partir de la rentrée 2024, sur le modèle, précise-t-il, de ce qui se pratique par exemple au Danemark. Voilà, dès la rentrée de janvier 2024, il y aura chaque semaine des cours d'empathie dans au moins une école pilote par département. Une école pilote par département, pas dans toutes les écoles à l'heure qu'il est. Le gouvernement prévoit aussi un signalement automatique au procureur des faits de harcèlement. La peur doit changer de camp, a ajouté le ministre de l'Éducation nationale. Philippe Bilger ou Olivier d'Artigol, à quel moment on décide qu'on harcèle ? Est-ce que c'est la première injonction? Voilà, c'est ça. Cécile, moi, je comprends totalement la lutte contre le harcèlement, mais j'aimerais bien qu'on fasse le départ entre le harcèlement qui est une humiliation durable, obsessionnelle, scandaleuse, et les petites blessures que l'enfant se crée. J'en ai pris quand j'étais tout petit, ça me blessait, mais enfin, j'aurais pas baptisé ça harcèlement. Oui, sauf que là, moi je pense qu'il y a une lame de fond dans la société française sur ce sujet-là aujourd'hui. Il faut reconnaître au ministre de l'Éducation, à Gabriel Attal, une autorité politique sur son arrivée au ministère. Les choses se passent ô combien différemment. Mais là, ce dont j'ai peur, c'est les effets d'annonce. J'écoutais les infos et ce qui a été dit. Par exemple, c'est très bien que le verbe soit haut et fort et clair pour dire mais ça ne sera pas possible, par exemple, d'être sur les plateformes où on va confisquer les téléphones, etc. Mais l'effectivité de ces décisions-là, comment contraindre par exemple, une plateforme à véritablement faire en sorte qu'on passe à l'acte et que véritablement le jeune harceleur ne puisse plus... comment ça va se passer ? Les plateformes font ce qu'elles veulent. Et puis c'est facile de créer un autre compte, surtout. Mais est-ce qu'elles peuvent ? Il faudrait qu'elles créent beaucoup de... C'est tout sur la modération, tout ça, il faudrait aussi beaucoup de recrutement. Mais ce n'est pas leur priorité. Hein. Et Michael Sadoun, les cours d'empathie. Non, mais moi je trouve que vraiment là ça confine à l'absurdité. Est-ce que quand on ne l'est pas, on peut apprendre à l'être? C'est compliqué. Si c'est le cas, pardon Philippe, si c'est le cas, on l'apprend pas à l'école. Normalement, l'empathie arrive tout naturellement après une éducation normalement constituée en famille. Le problème, c'est que je remarque que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, il y a eu une déstructuration de la société, des familles, et du coup qu'on reporte tous les sujets sur l'État qui va devoir prendre en charge même l'empathie des individus. Donc moi je suis pour responsabiliser la famille, même si évidemment sur les sujets de harcèlement, et notamment dans le cas des familles victimes, on ne peut pas responsabiliser à outrance les parents.
Non. Autre sujet, cette décision du procureur de Besançon qui a bien du mal à passer dans les rangs des policiers. Oui, en cause de cette inscription sur une pancarte samedi dernier en marge de la manifestation contre les violences policières à Besançon. Un flic, une balle. C'est ce qu'on pouvait lire sur l'écriteau d'une étudiante en lettres âgée de 20 ans qui défilait visage dissimulé. Le préfet a réclamé des poursuites. La jeune fille, interpellée depuis, justifie sa pancarte et ce slogan en avançant que ça n'était pas un appel au meurtre. Selon elle, un flic, une balle. Selon elle, ces mots visaient à dénoncer le fait que les policiers soient armés. Cela semble en plus avoir convaincu le procureur qui estime impossible de démontrer un quelconque appel au meurtre. La jeune fille sera poursuivie non pas pour appel au meurtre donc, mais seulement pour participation à une manifestation avec le visage dissimulé. En tout cas, après cette décision, les syndicats de policiers sont furieux. Oui, et à juste titre, puisque, vous l'avez entendu, le procureur de Besançon n'a pas jugé bon de poursuivre, alors qu'il était saisi quand même par le préfet qu'il est le représentant de l'État dans le département. Alors, le summum, c'est quand même de lire pourquoi il l'a refusé, et j'ai été prendre les mots in extenso. Je cite. Pour pouvoir engager des poursuites pour apologie de crimes d'atteinte volontaire à la vie, le parquet doit être en mesure de démontrer la volonté d'appeler au meurtre de policiers. Or, la gardée à vue a déclaré que ce slogan n'était pas un appel au meurtre. Elle a dit avoir voulu signifier que les policiers étaient susceptibles de représenter un danger pour la société, ajoutant que les armes lui font peur, et encore plus lorsqu'il y a une personne derrière. Enfin, moi, j'ai beaucoup moins peur d'une arme quand c'est un policier qui est derrière que quand c'est un voyou, mais peut-être suis-je un peu ringard. Je conclus en citant toujours le procureur. Dans cette procédure, je ne suis pas en capacité de faire cette démonstration, car la façon dont cette pancarte est rédigée peut être comprise avec deux sens différents. Alors, Philippe Bilger, vous allez dire que je suis en boucle contre la justice, mais quand je vois la justice qui rend des décisions comme ça au nom du peuple français, moi je dis pas en mon nom. Alors, l'argumentation du procureur n'est pas complètement absurde. Je veux dire, elle est qu'à 99%. Mais il est évident que moi, je n'aurais pas eu le même raisonnement. En définitive, si on demande l'avis de celui qui a commis le délit, il n'y aura pas de problème. Il aura toujours tendance à s'exonérer. Olivier d'Artigol, un flic, une balle, c'est pas un appel au meurtre. Dans le contexte aujourd'hui, un flic, une balle, ça peut être pris au premier degré. La balle est pour le flic. Il ne faut pas tourner autour du pot, essayer d'ergoter. Et donc, ça demande une sanction. Ça impose une sanction. Donc, je souhaite, au final, quel que soit le chemin par lequel on arrive à la sanction, qu'elle soit établie, qu'elle soit effective. Mickaël Sadoun. Ça fait quand même beaucoup de claques que se reçoit la police, je trouve, dernièrement. Et si on voulait renforcer le sentiment qu'il y a dans ce pays une justice qui joue contre la police, on n'aurait pas mieux fait. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans quelques instants, on va revenir sur les 5 milliards d'euros d'engagement prévus en 2024 pour accompagner les Français dans la rénovation énergétique. On va en parler à 18h16 avec nos invités. Et puis le tour de table de l'actu à suivre. Philippe Bilger, on parle de quoi avec vous ? Joe Biden devient gréviste. Mickaël Sadoun. La laïcité de 1905 devient-elle inutile ? Et Olivier d'Artigol. Les infirmières scolaires. Absolument. Ce sera dans un instant. Ne bougez pas. On revient tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Ce qui est important dans cette émission, c'est la qualité des débats hors antenne. Voilà, je tiens à vous le signaler. Puisqu'il se passe, c'est très profond. Voilà, c'est ça. C'est par hasard. Alors, on était à un cheveu de vous le raconter, mais c'est impossible. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et Mickaël Sadoun, chroniqueur. J'allais dire Michel Sardou. Michel Sardou qui est là. Michel Sardou est avec nous. Il va nous chanter les lacs du Connemara. Chroniqueur et consultant, bien entendu. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Je vous rappelle, Philippe David, que si nous sommes dissipés, c'est à cause de vous. Je dis ça, je ne dis rien. Philippe Bilger, Joe Biden qui s'affiche sur un piquet de grève pour soutenir les ouvriers. Après la pause, je vais avoir du mal à retrouver ma drôlerie, ma gravité. Oui, allez-y. Joe Biden s'est affiché, c'est une première pour un président américain, aux côtés des grévistes de General Motors. Alors, bien sûr, il y a au moins 2 explications à cette présence totalement inédite. C'est le fait qu'il voulait devancer Donald Trump,
qui va soutenir à fond la cause de ces grévistes. Et second élément, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, c'est le fait que cette association de General Motors, en général, donne beaucoup de subventions aux candidats. Donc, cette double raison explique que Joe Biden a pris le risque de se présenter aux côtés des grévistes, surtout pour espérer battre Donald Trump, qui aurait 10 points d'avance dans les enquêtes d'opinion. Est-ce que c'est pas un geste politique? Parce que quand Trump a été élu, il a battu Hillary Clinton dans tous les États industriels qui votaient démocrates, notamment autour des Grands Lacs. Est-ce que là, ça prouve pas que Biden va chasser sur les terres originelles des démocrates qu'ils ont perdues? Mais il a tout à fait raison, et je pense que Biden, c'est drôle, j'entends cet écho médiatique de plus en plus que Biden, en fait, aurait été un bon président, et je pense qu'il a raison d'investir cette partie de la gauche. S'il va chercher du côté woke, il perdra. Il perdra nécessairement. Tous les États qui ont essayé de faire des lois woke ont été battus à plate couture par des gouverneurs républicains qui ont rétabli le conservatisme. S'il joue cette carte-là, il sera défait. S'il décide de jouer ça sur un terrain social, je pense que les États-Unis en ont besoin parce que c'est une terre d'énormes inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, peut-être de sous-fiscalisation, où il n'y a pas de sécurité sociale, si ce n'est le minimum qui a été instauré par Obama. Je pense que s'il investit cette ligne-là, il aura beaucoup plus de chances de gagner. Olivier d'Artigol. La campagne Michigan, c'est un symbole. Oui. Et c'est aussi une industrie ô combien importante là-bas. Et donc, moi, je trouve que Biden fait preuve d'habileté dans cette manière de soutenir et dans le timing. Après, je me fais pas l'idée que la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, ça peut être Biden-Trump. Là, il y a quelque chose de terrible. Et il s'est pas trompé dans le nom du syndicat. Hein. Il l'a pas situé en Russie. Je suis d'accord. D'ailleurs, chez les Républicains, je préfère de loin DeSantis à Donald Trump, qui est un Trump sans les excès et pro-écologie. Ouais, mais DeSantis, pour l'instant, c'est pas fameux. Hein. Allez, Olivier d'Artigol. Oui, il faut sauver la santé à l'école. On a donc des annonces sur le harcèlement scolaire, mais vous savez, l'infirmière scolaire, c'est un peu... le réceptacle de toute cette... Oui, c'est le petit bobo, mais c'est aussi le mal-être. C'est, j'ai envie de dire, un espace dans le système éducatif où on peut ne pas être dans une posture, où la parole peut se libérer. Or, on vit une situation dramatique. Aujourd'hui, il y a 7500 infirmières scolaires pour 60 000 établissements, pour 18 millions de consultations par an qui ne sont pas toutes assurées. Et vous vous rendez compte, il faudrait à minima une infirmière scolaire pour 500 élèves. Déjà, on voit la charge. Aujourd'hui, en 2018, ce dernier chiffre qu'on a, c'était une pour 1300 élèves. Donc, il y a là, véritablement, sur un pays développé comme le nôtre, il faut un plan de recrutement massif pour avoir ces infirmières scolaires, ces psychologues scolaires, pour permettre d'aller, de protéger nos enfants, les collégiens, les lycéens. Parce que ces annonces, peut-être qu'elles vont être très positives, mais si derrière, il n'y a pas véritablement la prise en considération de sujets tels que celui-là, ça ne va pas le faire. Une pour 1300, c'est énorme. C'est énorme sur le plan du déficit. Et je lis juste ce témoignage que j'ai écrit tout à l'heure en préparant. Prendre en charge, c'est une infirmière qui parle. Il faut à la fois prendre en charge la crise suicidaire d'un élève ou gérer le risque de grossesse précoce d'une autre. On hiérarchise les urgences, c'est d'une violence inouïe, c'est dévastateur pour beaucoup d'entre nous et on est en train de craquer. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'infirmières scolaires qui démissionnent, qui savent partir vers l'hôpital, vers des structures de santé, parce qu'ils n'y arrivent plus. Elles s'occupent de tout, donc du psychologique et du physique. Bien sûr. Non, c'est fou, c'est la latitude des mots, en fait. Ça passe du bobo t'as la bobologie jusqu'à Michael Sadoun. J'écoute Olivier avec beaucoup d'intérêt. Je connais mal ce sujet. De manière générale, je trouve que les infirmières dans ce pays ne sont pas assez rémunérées, pas assez valorisées. Elles ont une fonction essentielle pour la société, pour la santé évidemment physique, mais aussi mentale des personnes. Et je pense qu'elles devraient être beaucoup plus considérées. Absolument. Je pense aux infirmières libérales qui sont sur la route toute la journée et qui gagnent très peu et qui ne sont pas aidées. Je vous l'assure, elles ne sont pas du tout aidées. Vous restez avec nous. Et on les salue.
On revient dans quelques instants avec finalement le tour de l'étape de l'actu de Michael Sadoun. Vous vouliez revenir dans quelques instants sur la loi de 1905, est-ce qu'elle est devenue inutile? C'est une vraie question, vous avez 6 heures, à tout de suite. Vaste question. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Olivier d'Artigol, Michael Sadoun, chroniqueur et consultant, et vous bien sûr au 0826 300 300. Il y a quelques instants, juste avant la pause, Philippe Bilger revenait sur Joe Biden qui s'affiche avec les ouvriers. Effectivement, c'est une stratégie politique certainement. Olivier d'Artigol, vous reveniez aussi vous sur les infirmières et scolaires, trop peu d'infirmières pour un nombre trop élevé d'élèves. Et puis vous, Michael Sadoun, vous pensez que la loi 1905 est peut-être devenue inutile? Oui, exactement. C'est pas un méchant d'extrême droite qui l'a dit. C'est Édouard Philippe sur France Inter dans une interview il y a à peu près une semaine. Il fustige un petit peu la structure de 1905. Qu'est-ce qu'il dit exactement? La spécificité de l'islam pose des questions que cette architecture, donc de la loi de 1905, ne permet pas de traiter. En effet, si la loi de 1905 a permis de lutter contre l'emprise de l'Église catholique sur l'État, elle se trouve aujourd'hui impuissante face à de nombreux défis que pose l'islam en France, et on le voit au gré des polémiques qui n'arrêtent pas d'essaimer dans l'actualité. Donc, pourquoi, d'après moi? La première chose, c'est parce que en fait, l'islam n'a pas envie d'avoir une emprise sur l'État, mais il a beaucoup plus une influence sur la société aujourd'hui. Or, la loi de 1905 ne traite que de la séparation entre l'Église et l'État. Donc, elle ne prend pas en charge la dimension culturelle et civilisationnelle de l'islam. La laïcité de 1905 ne parle que de religion. Or, l'islam charrie toute une civilisation. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de lutter contre l'abaya, le burkini, et on le voit même juridiquement. Et je pense que Philippe pourrait également en parler. La deuxième chose, c'est que le principe de séparation de l'Église et de l'État, qui est à la base de la loi de 1905, ne permet pas en fait à l'État de mettre de l'ordre dans l'organisation de l'islam de France. Ce qui permet en fait à toutes les officines islamistes d'y prospérer et de jouer sur des ressentiments communautaires. Donc l'État ne peut pas faire aujourd'hui avec l'islam comme Napoléon l'avait fait par exemple avec les Juifs au moment du Grand Sanhédrin. Alors évidemment, ça s'est fait dans un contexte d'antisémitisme et parfois avec quelques excès. Reste que les structures qui ont été montées à ce moment-là, notamment le consistoire, ont permis au culte juif de s'organiser. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, et tous les dirigeants qui ont essayé d'organiser le culte musulman se sont frappés à un mur qui est que l'État ne peut pas se mêler d'affaires de religion. Donc moi je pense que si ce n'est revenir au concordat napoléonien, il faut au moins réformer la loi 1905 parce que sinon celle-ci va devenir totalement inopérante. Vous avez totalement raison. On va faire un débat d'une heure. Raison là-dessus, Michael, mais je pars du même livre d'Édouard Philippe. Et le fait de m'être remis en mémoire la loi de 1905, avec prudence, j'ai l'impression que tout y était en même temps. On n'avait pas besoin d'autre chose. Quand on la lit bien, elle aurait permis de régler tous les problèmes scolaires qu'aujourd'hui on évoque, me semble-t-il. Peut-être, mais je réponds juste sur ça, ensuite je laisse Olivier répondre. Mais par exemple, la question du voile qui se multiplie dans la rue. Moi, c'est une question... Je n'ai pas envie d'interdire la liberté de conscience à nos compatriotes musulmans. Je trouve que c'est un mauvais tour que de leur faire ce coup-là. Voilà, ils sont venus maintenant en nombre. Ils sont parfois concentrés dans certains quartiers. Et dans certains quartiers, on voit que le voile prospère dans l'espace public. Ça va poser une question d'ordre culturel que la loi de 1905 ne pourra pas traiter. À condition qu'on... J'ai lu avec intérêt le livre d'Édouard Philippe. Et il dit l'islam est compatible avec la République, avec la France et avec notre temps. Tout à fait. Page 263. J'ai ma petite note de lecture. Mais je suis d'accord. Il démarre là-dessus, puis après, il parle bien sûr de l'obscurantisme islamique. Et il va sur la question de l'opportunité d'un concordat dans un genre nouveau, peut-être réservé à l'islam, ou d'obligations particulières imposées aux fidèles et aux responsables des communautés musulmanes. Ça a été très décrié, ça fait couler de l'encre. Il y a en effet un sujet, mais je continue à croire que cette loi nous a permis longtemps de vivre en paix et qu'elle peut continuer à être le cadre de cette paix à condition qu'on soit très ferme, que notre main ne tremble pas sur les expressions de l'islamisme politique et radical. Mais qu'elle s'adapte, Olivier. Regarde, par exemple, il y a un problème aujourd'hui avec le recrutement des imams de France. On constate que sur 3000 mosquées, il doit y avoir 3000 à peu près imams, considérons ça. Bon, il y en a une fraction qui est islamiste. On le sait, les mosquées, elles sont répertoriées déjà dans des fichiers du ministère de l'Intérieur. Simplement, on n'arrive pas à faire d'organisation dans tout cela, notamment dans le recrutement des imams, parce que
On n'a pas le droit de le faire. Ça a été fait notamment avec le rabbinat à l'époque napoléonienne. Je ne dis pas revenir sur le concordat, mais en tout cas, il y avait des dispositifs qui permettaient de préserver toute une communauté des marges les plus extrêmes. Et Michael Sadoun, si je ne m'abuse, quand il y a eu le grand Sanhédrin, vous l'avez rappelé avec Napoléon, il a posé un certain nombre de questions à la communauté juive de France. Est-ce que vous êtes pour les lois de l'Empire par rapport, etc. Et qu'ils ont fait un consistoire. Est-ce qu'il faudrait nommer, par exemple, un représentant ou faire élire de la communauté musulmane et poser les mêmes questions? Il ne faudrait pas... 215 ans plus tard. Je ne suis pas pour le nommer, mais je suis pour le faire nommer, au moins qu'il y ait un interlocuteur dans cette communauté, parce qu'il faut aussi que les gens aient une liberté de conscience et une liberté de s'organiser. Ça n'est pas à l'État de désigner ce qui est religieux de ce qui n'est pas religieux. Mais il faut quand même donner un cadre, une structure. Les questions qui sont posées au Grand Sanhédrin, elles ont été en tout cas essentielles pour l'assimilation des Juifs de France, même si le travail était déjà bien fait, notamment par la Révolution qui leur donnait une citoyenneté universelle. Mais en tout cas, ces questions ont permis de clarifier un certain nombre de points. Évidemment, je passe sur le contexte d'antisémitisme ou parfois de suspicion qui régnait autour de la communauté juive de l'époque. Je veux garder que ce qu'il y a de bon dans ce qui a été fait à cette époque. Merci beaucoup Michael Sadoun pour ce sujet. Vous restez avec nous. On continue, on est ensemble jusqu'à 19h. Vous savez, cette information, 5 milliards d'euros prévus pour 2024 pour accompagner les Français dans la rénovation de leur logement. On va en parler dans quelques instants avec cette question. Faut-il repousser l'interdiction de location des passoires thermiques? Pour l'instant, vous dites oui en majorité. Notre invitée Corinne Joly est avec nous, présidente du site immobilier particulier à PAP, particulier à particulier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Une question, avons-nous les moyens finalement de nos ambitions en matière de passoires thermiques? Pas du tout. On en parle dans un instant. Voilà, c'est dit. À tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans cette magnifique émission. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Vous allez bien, Philippe? Très bien, surtout quand j'apprends plein de choses. C'est ce que je vais faire dans peu de temps. Vous allez voir, ça va être passionnant. Olivier Artigol est avec nous, chroniqueur politique, et Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Et vous, bien entendu, au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Faut-il repousser à plus tard l'interdiction de louer les passoires thermiques? Alors c'est ce que Bruno Le Maire proposait hier, mais plusieurs députés macronistes ne sont pas d'accord. Finalement, le ministre de l'économie semble faire un petit peu marche arrière. Écoutez. Je vous dis qu'il y a des choses qui sont à réviser. Je vous confirme que ma conviction forte, c'est que dans les choix qui sont faits, il faut avancer rapidement, mais il y a des points à réviser pour apporter de la clarté, notamment sur les copropriétés, apporter de la fiabilité notamment sur les DPE et notamment sur les petites surfaces. Donc pour moi, je le dis avec la force de mes convictions, il reste du travail à faire pour rassurer nos compatriotes. Philippe, et cette interdiction? Une interdiction, oui, qui va poser problème. D'ailleurs, Yael Braun-Pivet a dit il ne faut pas renvoyer à la Saint-Glinglin cette réforme. La Saint-Glinglin, vous pouvez la chercher sur le calendrier. Mais selon une étude IFOP, pour la Fédération bancaire française et l'Association française des sociétés financières, une rénovation énergétique coûtera en moyenne 19 000 euros. Alors, vous êtes propriétaire. Est-ce que vous pensez que c'est une charge trop importante pour vous? Sinon, trop de passoires thermiques, est-ce que ça ne va pas devenir une aubaine pour les marchands de sommeil? Vous êtes témoin, vous êtes victime, appelez-nous au 0826 300 300. Et donc à cette question, faut-il repousser l'interdiction de location des passoires thermiques? Pour vous, c'est un oui à 80%. Vous venez nous le dire, bien entendu. Et notre spécialiste est avec nous, Corinne Joly. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Présidente du site immobilier PAP. On va revenir vers vous. Philippe Bilger, je sais que vous n'y comprenez pas grand-chose. Ces passoires thermiques, petits ou grands propriétaires, de toute façon, ça va coûter énormément d'argent. Il y a des choses qui sont possibles et pas possibles. Absolument, Cécile. Et je dirais en un mot, l'intérêt de certains débats, c'est moins d'affirmer que de voir des réponses aux ignorances ou aux interrogations qu'on a. J'ai cru comprendre, pour en avoir discuté notamment à l'instant, mais dans la journée également, que au fond, cette obligation risque de perturber très fortement le marché immobilier et que donc ça n'est pas une bonne idée. Absolument. Olivier d'Artigol. Oui, c'est une très grosse question concernant l'habitat pour les années à venir, pour essayer d'aller vers la trajectoire qu'on se fixe sur ces défis
écologique, énergétique, climatique. Le problème vraiment dans les annonces du gouvernement, d'abord, moi je trouve que c'est une politique de gribouille que d'annoncer une chose un jour et de dire quasiment son contraire le lendemain. Donc ça, c'est pas très rassurant, c'est pas très sécure. Et moi, j'attends vraiment que des plans de financement soient proposés pour permettre à des personnes qui voudraient s'engager dans ces rénovations de pouvoir être réellement soutenues. Aujourd'hui, moi, pour connaître quelques cas individuels, la marche est trop haute. Et donc, les personnes renoncent, non pas parce qu'elles n'ont pas la volonté. Il ne faut pas non plus culpabiliser les personnes qui ne peuvent pas le faire. Hein. Parce que sinon, il y a un côté, mais tiens, tu fais pas ce qu'il y a à faire contre... Et donc, tu es climato-sceptique presque. C'est pas ça. C'est que les personnes font comme elles peuvent. Et on sait très bien aujourd'hui que les difficultés sont grandes. Mickaël Sadoun. Oui, c'est vrai que le bâtiment et le logement, ça représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre de la France, c'est environ 20%. Donc c'est un enjeu de taille, et puis c'est même un enjeu pour ceux qui vivent dans les logements, puisqu'une bonne isolation, ça permet aussi de ne pas crever de froid en hiver ou de chaud en été. Mais après, le dispositif tel qu'il est proposé, peut-être qu'il est trop rapide. Il demande à des propriétaires de s'adapter trop vite à une nouvelle réglementation, sachant qu'il y a eu une suspension en 2022. La deuxième chose, c'est que c'est peut-être trop cher, parce que voilà, on a parlé de la France des petits propriétaires. Un propriétaire de logement n'est pas forcément un milliardaire, donc il faut leur laisser le temps de trouver ce qu'il faut, de voir aussi la capacité technique à rénover les logements, puisqu'on voit que ça pose des problèmes, notamment dans les petits logements, sur la surface qui va rester, puisque l'isolation, ça rajoute un petit peu d'épaisseur dans les murs. Sûr. Enfin bref, beaucoup de choses comme ça. Et puis après, c'est madame qui nous l'a dit à la pause, mais un problème d'offre et de formation aussi. Quels sont les techniciens qui vont être capables de faire ça sur des millions de logements, surtout dans des périodes aussi courtes? Donc voilà. Corinne Joly. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette rénovation énergétique, Corinne Joly. D'abord, l'état des lieux aujourd'hui de l'immobilier français. On est très 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 loin du compte. On est très loin du compte, je vais donner quelques chiffres. Il y a, alors, selon les estimations, 5 à 7 millions de passoires thermiques en France. Les objectifs qui ont été fixés, c'est donc d'éradiquer les logements G d'ici 2025, F d'ici 2028. Donc c'est demain à l'échelle de l'immobilier, ces dates-là. Et normalement, les objectifs concernent tous les logements, donc y compris ceux qui ne sont pas loués, qui sont occupés par leurs propriétaires. Donc les objectifs les concernent tous, mais les sanctions ne concernent que les logements loués. Il n'y a pour l'instant pas de sanctions sur les propriétaires occupants, et je pense que ça va arriver. Pas n'importe lesquels, j'ai entendu parler d'interdiction de vente, ça n'arrivera pas, c'est absolument impossible, mais il peut y avoir des obligations de travaux comme il en existe d'autres pour le ravalement, etc. Donc d'autres sanctions vont certainement arriver. Le rythme actuel des rénovations, donc avec ce que j'ai dit, il faudrait rénover à peu près 1 million de logements par an. Et on parle de grosses rénovations, on ne parle pas d'installation de pompes à chaleur, on parle de changer l'isolation, la ventilation, c'est des gros travaux. Il faudrait en faire 1 million par an, on est plutôt autour de 100 000. On est loin du compte. Donc c'est impossible que dans 5 ans, on ait rénové. Si on a rénové à 1 million de logements, ce sera déjà bien. Donc dans 5 ans, ils n'auront pas été rénovés, tous ces logements. C'est sûr. C'est impossible techniquement. Je le disais tout à l'heure, et rien que ça devrait régler le débat. Il n'y a même pas les artisans. Il n'y a même pas suffisamment d'artisans pour mener ces rénovations. Ils sont débordés. Voilà. Donc ce n'est pas possible. Donc on va être face à la question suivante, disons en 2025 et en 2028. Est-ce qu'on va sérieusement enlever ces logements du parc locatif dans l'état dans lequel est le parc locatif aujourd'hui, parce qu'on manque déjà de logements en location. Mais qui a pondu ça? C'est l'Europe? Non mais c'est la France. Excusez-moi, c'est comme les ZFE, où on a dit aux gens, vous n'aurez plus le droit de rouler en ville, et maintenant on se rend compte que c'est tellement abracadabrantesque qu'on dit, maintenant les ZFE, ce sera 2030, on vient en arrière toutes. Qui a pondu ça? J'allais dire, il y a des objectifs européens qui ont pondu ça. Sauf que, pour reprendre l'exemple de l'automobile, ça a figé le marché automobile. C'est-à-dire qu'avec les ZFE, ça rend tout le monde perplexe. Mais personne ne voulait acheter de voiture en disant mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on n'y voit pas clair. Voilà, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui dans l'immobilier aussi, c'est de l'attentisme, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Le projet a l'air irréaliste. Alors je vais quand même répondre à votre question. Il y a une directive européenne qui fixe des objectifs également, et figurez-vous qu'on a été plus ambitieux que l'Europe, puisque l'objectif de l'Europe, c'est les logements F pour 2030, et nous on a dit 2028, grand seigneur. Oui, bien sûr. Alors que même 2030, on n'en était pas capable.
Mais bon, c'est pas grave, ça coûte pas cher d'enlever 2 ans. Donc, on l'a fait et on a communiqué sur une forte ambition écologique. C'est bizarre, ça arrive juste après 2027. Hein, c'est marrant. C'est drôle, hein. C'est dingue. Oui, les hasards du calendrier. C'est ça. La position, c'est quoi en fait? Enfin, moi, je me mets à la place des petits propriétaires aujourd'hui, de se dire la position, c'est quoi? Parce qu'en plus, les aides ne sont pas si généreuses que ça, puisqu'elles sont à la baisse. Refaire les fenêtres aujourd'hui, il y a quasi plus d'aide. Même les pompes à chaleur, ça devient compliqué. C'est quoi la solution? Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe sur PAP, c'est que le comportement le plus répandu, c'est l'attentisme, exactement comme ce que vous avez évoqué pour l'automobile. C'est-à-dire que, étant donné ce brouillard, étant donné l'irréalisme des mesures, étant donné les difficultés à prendre des décisions, parce que, on l'a dit aussi rapidement, le diagnostic n'est pas toujours fiable. Donc voilà, si vous avez un logement F, peut-être que vous pouvez refaire appel à un diagnostic et qui sera E, puis que vous n'aurez rien à faire du coup, on ne sait jamais. Donc c'est quand même pas très fiable. Les bouquets de travaux sont pas non plus extrêmement fiables. Donc on a des propriétaires qui sont perdus. Et là, c'est au-delà des problèmes financiers. Hein. Même ceux qui sont, on va dire, disposés à investir dans la rénovation, ils savent même pas quels travaux faire. Ils savent pas comment s'y prendre en copropriété. Il faut obtenir quand même des votes pour l'isolation par l'extérieur. Par l'intérieur, vous l'avez dit, ça fait perdre de la surface. C'est quand même gênant sur des petites surfaces. Donc, plein de problèmes. Et du coup, ils attendent de voir ce qui va se passer parce qu'ils n'ont pas envie d'être les dindons de la farce, bons élèves qui ont fait des rénovations hors de prix et qui finalement, pour dire, oups, la boulette. Corinne Joly, est-ce que ça va pas participer aussi aux marchands de DPE qui vont dire, voilà, vous êtes en F, vous me donnez un petit peu d'argent et je vous fais tomber de 2 notes. Est-ce que ça va pas participer à ce qui existe un petit peu déjà? Il y a du ménage déjà à faire là. Alors, j'ai envie de dire, oui, ça participe déjà. Ça fait longtemps que les diagnostics sont remis en question. C'est assez normal. Bon, il y a quand même eu des efforts là-dessus parce que c'est vrai qu'à un moment, c'était vraiment... Il y a quand même eu des efforts. Un cabinet de diagnostic aujourd'hui prend quand même un risque à faire n'importe quoi. Mais pour le problème de fiabilité du diagnostic... Enfin, si on comprend comment un diagnostic est fait, un diagnostic, c'est quelqu'un qui vient chez vous, il a un logiciel avec quelques dizaines de questions, il doit y répondre. Dans les questions, il y a des questions visibles. Est-ce que vous avez du double vitrage? Bon, ça se voit. Par contre, il y a des questions du style, c'est quoi l'isolant dans la toiture? Bon, ça, on va vous le demander. Si vous dites que vous savez pas, il écrit je sais pas. Ou alors, il dit, c'est de la laine de verre parce que je pense que c'est de la laine de verre. Et puis voilà. Doigt mouillé? C'est au doigt mouillé. Donc c'est ça qui explique les écarts. Le calcul, après, il est le même, mais les réponses, selon les diagnostiqueurs, ils vont pas répondre forcément les mêmes choses. Et ça, c'est normal. Et si on voulait que ce soit mieux, il faudrait que le diagnostiqueur il fasse des trous dans le plafond, des analyses de matériaux, et puis là, on serait sur d'autres coûts, on serait sur un autre niveau technique. Donc c'est pas possible. Un diagnostic de performance énergétique, on veut que ce soit fait en 30 minutes, que ça coûte à peu près 150 €. À ce prix-là, on va pas avoir un bilan thermique du logement, c'est normal. On a ce qu'on mérite. Voilà. Allez, 0826 300 300, Romain est avec nous. Romain, c'est un sujet encore important. Vous êtes propriétaire, Romain? Et oui, oui. Et oui, mais la maison elle est assez récente, donc ça va. Mais pour moi, il faut le supprimer. C'est une mesure encore avec écologie punitive, toujours la même chose. En gros, le propriétaire, généralement, il laisse pas son logement, son bien se dégrader volontairement. En gros, il finance chaque mois après avoir payé tous ses impôts. Un exemple, sur un loyer de 1 000 € pour de la location, il y a 500 € qui part à l'État en taxes. Donc en gros, il ne reste que 500 € pour payer son emprunt, les impôts locaux et plein d'autres travaux qu'il y a à faire derrière. Il y a également les propriétaires qui ont peur aussi de faire des travaux à l'intérieur, car s'ils tombent sur des mauvais payeurs qui saccagent ou qui ne payent pas, en gros, ils perdent tout. En plus, les taux d'intérêt ont augmenté, donc ça cause que le bâtiment plonge, car il y a beaucoup de reventes d'appartements, tant que les gens le peuvent, et donc moins de construction, parce qu'il y a trop d'offres sur le marché. Les gens, maintenant, ils investissent, les Français, ils achètent à l'étranger parce que c'est moins cher et c'est moins contraignant. Et donc, en gros, il y a moins de logements à louer. Et moi, j'aurais 2 questions. La première, comment vont être classées au niveau du diagnostic énergétique les maisons en pierre dans nos villages? Et au bout d'un moment, où c'est qu'il y a la liberté? Parce que là, maintenant, on est contraint de tous les côtés. Alors, Romain, on va faire réagir Corinne Joly. C'est vrai, les maisons en pierre dans les villages, là, dans le Bordelais, Do et Romain, comment on les classe?
C'est très variable, mais là, typiquement, on est dans les cas de diagnostic faits vraiment au doigt mouillé. C'est-à-dire que, sur les matériaux... Vista Nenas, comme on dit dans le sud-ouest. Voilà, donc ça, moi, vraiment, j'aurais une maison comme ça, on me sortirait un F, je ferais venir des diagnostiqueurs jusqu'à ce que j'ai une meilleure lettre. Mais est-ce que l'ancien DPE était mieux? Parce que j'ai vu qu'il y avait eu un nouveau DPE et qu'avant, on jugeait sur la consommation thermique par rapport à la surface du bâtiment. Et que maintenant, on avait mis tous ces nouveaux critères d'isolation, de type de fenêtre, etc. Est-ce que l'ancien DPE était mieux pour évaluer la passoire thermique ou pas, en fait? Non, pas vraiment, parce qu'effectivement, alors vous êtes bien renseigné, jusqu'à 2021, on prenait pour tous les logements construits avant 1949, où justement on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans les murs et dans les toits, on prenait la consommation EDF. Vous imaginez que toutes les résidences secondaires, logement D. Oui. Logement C, logement D. Ah oui, ça allait bien. Donc en fait, ça dépendait complètement de la consommation de l'habitant. Et du coup, non, c'était pas fiable non plus. Il suffisait de baisser sa consommation un petit peu. Et hop, on avait une meilleure lettre. Allez, 0826 300 300, Ludovic est avec nous de Rochefort. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Révois. Une réaction Ludovic. Oui, je suis propriétaire. Il y a quelques années, j'ai fait poser des pompes à chaleur chez moi pour 20 000 € avec une entreprise qui a mis la pied sous la porte. Donc j'étais heureux. Et tout le monde ne peut pas faire un prêt de 20 000 €. Si vous faites une foire expo sur l'immobilier, on vous saute dessus comme quoi on veut vous vendre du solaire. Et il faut savoir qu'également, la TVA devrait passer à 20% l'année prochaine pour les travaux de rénovation. Donc ça va faire encore plus cher. Il y a aucune incitation pour faire des travaux énergétiques, en fait. Et, et même tout ce qui est en friche, par exemple, il faudrait en profiter aussi de la géothermie, du solaire, etc. Et donc il faudrait que ça vienne. Mais moi, je pense aux propriétaires qui sont dans des immeubles, dans des grandes villes, et qui vont rénover leur appartement, qui vont changer les fenêtres, et personne ne va le faire dans l'immeuble. Et peut-être que l'immeuble est lui-même F, donc ça veut dire qu'il y a une dépréciation forcément, le prix de l'appartement va être déprécié, donc c'est un vrai souci en fait. Quand on est en copropriété, c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir avec la copropriété. C'est pour ça que sur les appartements, il y a un vrai sujet. S'il n'y a pas une copropriété qui est majoritairement d'accord pour engager une rénovation énergétique, vous n'allez pouvoir sauf que parfois vous avez des studios avec des grands appartements, donc forcément il y a un souci. Exactement, et puis obtenir un accord, il y aura toujours des occupants, ceux qui ont le plus de tantièmes dans la copropriété et qui sont occupants, qui vont vous dire non mais moi j'ai pas du tout envie de mettre ce budget-là. Et puis on a parlé des problèmes d'urbanisme, les façades, une isolation par l'extérieur. Dans des tonnes de villes, c'est impossible. J'ajoute une dimension, parce que on a beaucoup d'informations. Ça participe et des bonnes informations. Oui, mais ça participe à la défiance de la parole politique. C'est-à-dire que le politique fixe des objectifs précis en disant voilà ce qu'on va faire, et que les personnes qui se renseignent un peu et qui voient je veux bien faire ça, voient qu'en fait c'est un chemin semé d'embûches. Ça participe vraiment à la défiance installée dans le pays par rapport à la parole politique. C'est un vrai souci. Je voudrais vous poser allez-y si vous voulez répondre. Non, je suis complètement d'accord, et moi c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le report est utile, parce qu'au moins il est honnête. C'est quand même mieux que de laisser cette loi comme si on était ambitieux alors qu'elle est inapplicable. Je voudrais vous poser une dernière question. Je vais prendre le cas extrême. Les constructions des années 70 avec chauffage au sol qui consomment énormément. Mais c'est impossible à changer. Parce que le chauffage étant dans le sol, il faut casser le sol si on veut changer. Donc comment on fait ? Alors, si vous changez le système général, c'est-à-dire qu'il faut regarder le système de chauffage, la chaudière, c'est déjà le mode d'énergie va jouer, et puis vraiment avec l'isolation et la ventilation, vous pouvez faire quelque chose. Mais c'est vrai que avec ce que vous dites, on comprend bien que le fond du problème, c'est que c'est un sujet technique. C'est pas juste une petite loi où on va dire voilà, il y a ça, et puis ceux qui ne suivent pas, ils auront des sanctions. Non, le sujet est technique, et si on l'aborde pas sérieusement, c'est normal qu'on n'avance pas. Donc voilà, c'est pas que les propriétaires n'ont pas envie de faire les travaux, c'est qu'il faut du financement et aussi de la clarté sur les aspects
techniques et juridiques. Merci beaucoup Corinne Joly, présidente. Il y a toujours des arguments béton. Du site immobilier J'ai compris. Merci Romain, merci Ludovic, merci Philippe Bilger, merci Michael Sadoun et merci Olivier D'Artigol. Je vous rappelle que demain, avec Philippe Bilger et Philippe David, nous serons en direct de Lyon, du salon de l'automobile à Lyon. Nous serons chez nos amis Skoda et on vous attend bien entendu sur place. Et dans un instant, on va revenir sur une belle... Ah bah c'est voilà, c'est un événement incroyable. C'est pas mal, c'est pas mal. On va revenir sur ces entrepreneuses aujourd'hui qui s'engagent, qui montent des startups, des entreprises. Et il y a eu le 21 septembre dernier finalement une grande finale et on va recevoir les lauréates ce soir dans un instant. À tout de suite. Un éloge.